Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo, cet audio, dépendant de où vous l'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon parcours de comment je suis passé d'ingénieur à devenir prof de méditation et à me spécialiser dans les émotions. J'ai déjà fait des vidéos, des partages un peu similaires, mais j'ai jamais vraiment été satisfait de cet exercice et je sens comme s'il y a toujours ce besoin de le refaire et j'ai senti cette forte impulsion ce matin même et j'ai l'impression que c'est le moment de faire un compte rendu qui soit à la fois quelque part plus honnête avec les hauts et les bas. J'ai des fois fait des partages où il y avait les beaux côtés qui ressortaient beaucoup et des fois des partages où il y avait les côtés plus vulnérables qui ressortaient beaucoup et j'ai envie de faire quelque chose de plus global qui donne une meilleure introduction à par quoi je suis passé et donc ce que j'enseigne aujourd'hui. On va commencer par mon enfance, on va commencer par les premières années de ma vie. On va passer relativement vite là-dessus, jusqu'à ma vie d'ingénieur, ensuite mon voyage et puis les différentes choses qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui entre l'étranger et les différents retours en Suisse. Et qu'est-ce que j'ai appris de ces différentes expériences, quels ont été les points forts, les, les, les beaux côtés, les côtés, disons plaisants, et les côtés aussi plus inconfortables qui ont été plus difficiles à gérer. Et je pense que les deux vont vous intéresser. Quand je vais parler de ça, je vais parler avec un langage que certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément familier avec, mais c'est aussi un langage que j'utilise dans les différents enseignements que je propose, et c'est le langage des parts. Donc cette idée qu'on a différentes parts qui composent notre psyché dans notre subconscient et que certaines vont réagir différemment à certaines situations. Donc certaines nous suivent, la plupart d'ailleurs depuis notre enfance et évoluent avec nous. Et des fois je vous partagerai certaines de ces parts de mon subconscient, comment est-ce qu'elles ont évolué à travers ce parcours et les difficultés que ça peut amener. Donc c'est une vision qui va être très intéressante pour comprendre d'où viennent certains des blocages, certaines des difficultés que j'ai expérimentées et aussi certaines des belles choses, bien sûr. Donc, en grandissant, j'ai eu un tempérament qui a été plutôt timide, réservé. Et ça, c'est quelque chose que quand j'en ai discuté avec mes parents, ils m'ont partagé que quand j'étais vraiment petit, jusqu'à l'âge de 6 7 ans, si je me souviens bien, je pouvais être quelqu'un qui animait les soirées, même quand il y avait des adultes, qui inventaient des langages, qui faisaient rire tout le monde, et puis assez brusquement, sans vraiment qu'il y ait d'événements sur lesquels je puisse mettre le doigt dessus, ou mes parents puissent mettre le doigt dessus, je suis devenu plus réservé, plus timide, donc plus craintif. Et je peux associer ça aujourd'hui en observant certaines de mes parts, que j'ai une part qui est très joueuse, très joyeuse, qui a tendance à, quand elle sort, à prendre beaucoup de place et à pas toujours connaître où sont ses limites, donc des fois à dépasser les limites des autres et à se prendre quelque part un revers qui peut lui apparaître comme brusque, et puis qu'elle peut se sentir ensuite blessée et refermée. Et ce qui fait que cette part joueuse a eu de plus en plus de peine à s'ouvrir, et les fois où elle s'ouvrait s'est malencontreusement senti de plus en plus blessée, ce qui fait qu'ensuite dans mon adolescence ou dans ma vie adulte, j'ai mis de côté le jeu de plus en plus, et c'est quelque chose qui est revenu ces dernières années, et c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus important pour moi, et c'est pour ça aussi même dans mon activité indépendante, je mets de plus en plus en avant les jeux, et j'ai cette envie de créer des jeux pour que les élèves puissent apprendre à travers le jeu, parce qu'il y a là quelque chose
de très important et qui facilite aussi cet apprentissage des fois la méditation. C'est quelque chose qui est vu comme étant très sérieux et on ne s'amuse pas beaucoup. Et donc c'est quelque chose qui est important pour moi d'amener de l'avant. Et donc cette part de ma psyché qui a été mise de côté pendant des années suite à certains événements qui l'ont donc blessée, où elle s'est sentie blessée, maintenant peut ressortir. Donc c'est quelque chose que je suis content de partager. Elle a toujours encore des fois dans certaines situations de la difficulté à trouver où sont les limites et les choses s'améliorent petit à petit de ce côté-là. Donc j'ai eu une enfance où une des manières pour moi de me sentir valorisé et de me sentir vu, c'était à travers les réussites, c'était à travers les accomplissements. Donc par exemple à l'école, avoir des bonnes notes, c'était une des manières pour moi de me sentir vu, de me sentir valorisé. Ensuite, j'ai découvert les échecs et j'étais assez doué à ce jeu. Et puis c'est devenu aussi une de mes manières de briller quelque part, une de mes manières d'être vu et de me sentir accepté autour de moi. Mais ça me mettait beaucoup de pression, ce sentiment de devoir accomplir pour être vu, parce que il faut toujours faire des accomplissements supplémentaires. Et puis au bout d'un moment, j'arrivais plus à trouver cette même satisfaction. Par exemple, au niveau des échecs, j'ai commencé à gagner tous les tournois du club, ensuite tous les tournois de la région, ensuite je suis arrivé au niveau national et là je me suis rendu compte que j'étais plus le tout meilleur, mais que j'étais dans les meilleurs et que j'arrivais plus à gagner aussi facilement. Et petit à petit, cette motivation a commencé à tomber. Et en même temps, je continuais à avoir des bonnes notes à l'école, en apprentissage, même chose. Et je me suis dirigé donc, dans un apprentissage plutôt technique, électronique, et ensuite comme ingénieur dans l'électronique, l'électricité, dans ces domaines-là, avec les énergies renouvelables, qui était quelque chose pour lequel j'avais beaucoup d'espoir. J'étais vraiment impliqué moi-même dans l'écologie de plus en plus. Et je pensais aussi que ça allait, que d'un côté ça allait me rendre heureux. Aujourd'hui, je vois plus vraiment le lien là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui me semblait être la solution à tout. Donc, quand je suis devenu ingénieur et que j'ai réalisé que j'étais pas vraiment plus heureux, plus satisfait à l'intérieur de moi, là, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui joue pas. Et en même temps, j'avais pas vraiment les ressources et je savais pas trop où regarder. Et j'avais pas vraiment non plus la conscience de réaliser ce qui se passait vraiment en moi. Donc je ne me sentais pas vraiment très heureux, mais j'avais pas non plus vraiment le courage encore à ce moment-là de regarder pleinement ce qui se passait à l'intérieur de moi et de réaliser que justement il y avait tout ce jeu de ces différentes parts et que j'avais plein de besoins qui n'étaient pas satisfaits et que j'avais essayé de les satisfaire pendant des années d'une manière justement, d'une manière très productive en enchaînant les accomplissements et qu'il y avait d'autres moyens, qu'il y avait d'autres possibilités à explorer. Il me manquait encore le contexte, il me manquait les outils, il me manquait beaucoup de choses à cette époque-là. Une des portes de sortie qui a apparu dans ma vie, c'est la possibilité avec ma copine qui est devenue ma fiancée, avec qui on est toujours ensemble aujourd'hui, de voyager. Et donc on a mis de côté tout ce qu'on avait en Suisse, donc on a rendu l'appartement, on a vendu la plupart de nos choses et il nous restait vraiment plus qu'un sac à dos sur le dos et puis quelques boîtes, quelques cartons chez les parents et on est parti. Et on est parti pour un grand voyage. C'était un grand voyage
questionnement, c'était un grand voyage de trouver des réponses et justement ces réponses de ce manque de satisfaction à l'intérieur. Juste une petite pause. Et dans ce voyage, il y avait aussi une sorte de fuite des responsabilités qui était comme... c'était pas un voyage qui était que à propos de ça, parce qu'il s'est passé beaucoup de très belles choses, mais il y avait notamment une certaine fuite des responsabilités qui étaient assez plaisantes, parce qu'on était dans ce mode voyage, on avait beaucoup d'argent qu'on avait accumulé, et puis on pouvait ne pas se soucier de l'argent pendant longtemps. Mais on a commencé, et moi très fortement, à shifter ma manière de percevoir l'argent plutôt que d'avoir ce tournus qu'on a chaque mois une certaine circulation d'argent, donc de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Là, on avait un tas d'argent et puis il allait se vider petit à petit, ce qui bien sûr impliquait une grande peur à l'intérieur de moi qu'un jour, il ne va plus y avoir d'argent et on devra arrêter le voyage. Et plutôt que de se donner une limite claire et de se dire, ok, on voyage pendant une année et puis ensuite on se trouve une occupation, puis on se cherche une nouvelle source de rémunération, eh ben, il y a plutôt eu cette tendance à rester dans cette peur et à rester dans ce sentiment de manque qui grandissait et qui n'est pas devenu quelque chose de sain avec les années et qu'il a fallu ensuite pas mal de temps pour pouvoir rechanger ce pattern. Et à l'heure où je vous parle, c'est vraiment quelque chose qui est encore une difficulté, que j'ai encore certaines peurs et que je fais encore activement ce travail de changement de certaines de ces croyances qui est plus vers l'argent est quelque chose qui diminue et il n'y a plus et il y a besoin et il faut avoir peur, mais plutôt vers l'argent est quelque chose de cyclique et l'argent part et l'argent revient et comme ça il n'y a pas vraiment besoin d'avoir ces peurs et ces croyances peuvent être transformées et ces blessures émotionnelles, ces peurs de manque peuvent être guéries également. Donc ça, c'était des choses qui ont été collatérales avec cette période. En plus, dans cette période, j'étais au début de mon exploration spirituelle. Et puis, quand on est au début de l'exploration spirituelle, ce qui se passe souvent, ça dépend un peu des sources sur lesquelles on tombe, mais il y a une grande domination de croyances ascétiques ou de croyances de renoncer au monde, qui sont des fois plus ou moins subtilement mélangées avec les enseignements qu'on peut recevoir à gauche et à droite. Et donc, il y a cette grande notion que l'argent est quelque chose qu'on n'a pas besoin. Et des fois, ça va aussi jusqu'à le corps n'est pas quelque chose d'important. C'est vraiment dans les extrêmes. Mais c'est quelque chose qui est très courant et qui était très courant dans l'histoire de la spiritualité. Et donc moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au yoga, je tombais sur des livres où il y avait ça. Et quelque part, ça me parlait, ça résonnait à l'intérieur de moi parce que j'avais déjà ces croyances qui étaient là. Et il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Maintenant, le gros problème de ça, c'est qu'il y a ce fait de nier ses besoins financiers et nier sa réalité financière qui est là-dedans, qui pose ensuite de gros problèmes quand on a une réalité financière et qu'on n'est pas complètement, disons, retiré de la société et qu'on vit dans une grotte. À ce moment-là, bien sûr, c'est une autre paire de manches. Mais quand on reste dans la société, le fait de nier sa réalité financière n'amène pas à de bons résultats. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps pour pouvoir voir ça avec pas mal de clarté. En même temps, au moment où on s'est rencontré avec Evelyne, ça a été aussi, pour moi, ça coïncidait avec la même période où je m'ouvrais à la spiritualité, à différents enseignements spirituels.
notamment Eckhart Tolle au début, et puis le yoga, beaucoup à cette époque, les différents livres des yogis qui m'inspiraient et avec lesquels il y a malheureusement aussi certaines croyances sur les émotions, sur la place de l'ego dans tout ça qui sont mélangées. Et c'est pas facile au début de pouvoir distinguer ce qui est quoi. Donc j'avais cette forte connotation ascétique dans les débuts de ma spiritualité et qui m'a aussi amené à vouloir exercer un fort contrôle dans notre couple au sujet de l'argent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de honte aujourd'hui, que je sens même quand je partage maintenant beaucoup de honte d'être passé par là, d'avoir tellement peur au fait qu'on cherche à contrôler son partenaire. Et il y avait des grands jeux de pouvoir qui se passaient dans notre couple. Et j'ai fait des choses dont je suis pas fier aujourd'hui il nous a fallu des années pour pouvoir ensuite identifier exactement les croyances, les blessures émotionnelles qui étaient sous-jacentes à tout ça et de faire ce travail en commun dans le couple pour pouvoir ensuite développer quelque chose d'harmonieux au niveau des croyances, au niveau des finances, au niveau des jeux de pouvoir qui se manifestent de différentes manières dans le couple. Et c'est aussi quelque chose qui, avec les années, quand on s'est retrouvé avec ma fiancée, avec Evelyne, pour enseigner les stages et les cours qu'on appelle l'harmonie du couple, c'est quelque chose qui est ressorti à ces moments-là et qu'on est très heureux de pouvoir partager ce chemin qu'on a fait là avec les couples qui veulent aussi travailler vers cette création d'une harmonie. On a tendance à beaucoup s'imposer les choses dans le couple et c'est de trouver cet espace de création commune est quelque chose qui en général nécessite de pouvoir naviguer des discussions inconfortables parce qu'on va avoir justement ces fortes émotions qui vont ressurgir. Donc c'est tout l'art ensuite et c'est tout ce qui m'intéresse dans la méditation avec les émotions. En tout cas, c'est une grande partie de ça, de pouvoir ensuite être capable de gérer ces discussions et de pouvoir être capable de gérer et de trouver l'harmonie dans les différentes relations qu'on a. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être avec ses enfants, ça peut être au niveau professionnel. Mais comme je parle aussi de ces parts, de pouvoir que chacune de ces parts puisse trouver sa place et puis que quand l'émotion est là, est présente, on puisse rester dans un état elle prend pas toute la place, elle prend pas le dessus, mais on arrive à naviguer la discussion sans que l'émotion sorte complètement chaotiquement et puis la discussion va nulle part parce qu'elle va en escalade et puis on commence à se crier dessus ou sans la refouler complètement et qu'elle puisse pas s'exprimer. Donc ça c'est quelque chose qui est un art qui me tient particulièrement à cœur. Et donc pendant ce voyage, donc il y a eu toute cette première partie un peu excitante, il y a tout qui est nouveau, on découvre de nouveaux lieux. On a commencé à voyager par la Russie, ensuite prendre le transsibérien et descendre vers la Mongolie, la Chine. Et on s'est retrouvé après quelques temps et cette première phase d'exploration, d'excitation, à vouloir se dire, ok, quelle est notre manière de voyager? Et puis la réponse qui est un peu sortie, c'est, on veut rencontrer les différentes sagesses locales. Donc on a fait du tai chi en Chine. Ensuite, quand on est arrivé en Thaïlande, on a fait une retraite vipassana. Et puis on était à Bali, on a rencontré des gourous qui étaient intéressants et qui nous ont donné quelques pistes qui nous ont pas mal aidés.
Et ensuite, on est retourné en Thaïlande. Et puis, en Thaïlande, on a trouvé une école de yoga qui nous a beaucoup, beaucoup plu. Cette école, ça s'appelle Agama Yoga et a été fondée par Swami Vivekananda Sarasvati. Et on est tombé complètement amoureux de cette école et des enseignements qui avaient une très grande profondeur et étaient très, 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 très inspirants. Et donc, on a fait les deux, la formation de prof, continué à enseigner. Evelyne s'est intéressée à une branche de l'école qui était la partie thérapeutique et moi plus à la partie principale de l'école liée aux enseignements du yoga, de la méditation. Donc, appris beaucoup, beaucoup de choses, enseigné beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, avec le recul, je vois aussi qu'il y avait certains aspects noirs, certains aspects plus sombres, que c'était pas tout blanc cette époque, mais qu'il y avait certaines croyances, notamment autour du couple, qui me parlent plus du tout, et certaines croyances autour de l'argent, qui par la suite se sont révélées être contre-productives, jeu de pouvoir au sein des couples et des relations. Et c'était une école qui adressait pas vraiment les problèmes émotionnels et les croyances de la même manière qui m'inspire aujourd'hui avec ce système départ. Par contre, en termes de spiritualité et d'enseignement d'exploration de la conscience, de hauts enseignements du yoga tantrique, là c'était vraiment très 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 bien, très très beau, très inspirant. Donc pour que vous ayez les deux aspects là autour. Donc maintenant sur le moment je ne me rendais pas compte, sur le moment j'étais vraiment très dévoué, assez fanatique de cet enseignement. Je suis tombé assez vite malade, j'avais mon système immunitaire qui était assez bas, il commençait à être mieux avec le yoga, mais il était encore assez bas, et ça c'était dû justement en grande partie à beaucoup, beaucoup d'émotions que j'avais refoulées et que j'avais pas adressées encore à ce moment-là. Donc c'était un truc assez sérieux, j'étais à Singapour, il y a eu toute une hospitalisation qui a duré à peu près un mois. J'ai été rapatrié en Suisse. Il y a eu une opération juste avant que je sois rapatrié à Singapour. J'aurais pu y rester, donc c'était quelque chose d'assez sérieux. Et puis au niveau de l'argent, c'était assez intéressant. Il y a eu aussi un jeu avec l'assurance qui voulait pas payer et ça aurait pu me coûter la vie. Donc il y a aussi un certain karma là autour au niveau des finances qui était pas terrible et qui aurait pu se révéler être une grande catastrophe. De retour en Suisse, quelques mois pour me remettre sur pied et ensuite directement retour en Thaïlande, continuer à enseigner, continuer à apprendre aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il y en avait pour une dizaine d'années à étudier dans cette école et c'était mon plan à la base, clairement, de continuer à étudier et continuer à enseigner dans cette école. Et après quelques années, ben, on a notre réserve financière qui arrivait gentiment à zéro, puis on a décidé de revenir en Suisse pour enseigner en Suisse. Et puis parce que là-bas, quand on enseignait, on n'était pas vraiment rémunéré, il y avait une sorte d'échange qu'on pouvait enseigner et puis étudier autant gratuitement qu'on enseignait, une sorte d'échange comme ça, mais ça ne nous permettait pas de vivre, même si le coût de la vie était relativement bas par rapport à la Suisse. Au bout d'un moment, on allait se retrouver à zéro avec notre modèle financier. On est rentré en Suisse pendant une année, on a essayé de lancer une école de yoga. Et puis pendant cette période, on a reçu pas mal d'argent et on s'est dit, ben, on retourne en Thaïlande comme si, en tout cas au niveau financier, on n'avait pas encore trouvé notre stabilité, ça c'était sûr. Dès qu'on avait de l'argent, on voulait juste retourner en Thaïlande et puis étudier. Et quand on est retourné en Thaïlande, les choses ont été très différentes de ce qu'elles avaient été. On a commencé à voir les aspects sombres et les aspects moins harmonieux de cette école qui sortaient. Et c'était quelque chose que je n'étais pas vraiment prêt et très enclin à regarder de front. Donc ça a été assez inconfortable pour moi quand ces aspects sont sortis parce que je ne voulais pas les voir. Je voulais que tout reste parfait dans ma tête.
Donc ça, c'était une période assez inconfortable qui m'a amené à une grande remise en question. Et lors d'un voyage en Inde, j'ai décidé ensuite de plus continuer à enseigner dans cette école et depuis, je me suis de plus en plus distancé. Et ça a coïncidé aussi avec une période où j'ai commencé justement un travail intensif avec un thérapeute au niveau des parts, une fois par semaine pendant presque 2 ans. On a fait ce travail d'aller à la rencontre des différentes émotions et là j'ai commencé à comprendre tous ces jeux qui se passaient dans mon subconscient et petit à petit ça me parlait de moins en moins certaines choses dans cette école en Thaïlande. Donc à ce moment-là, c'est là où on commençait à plus avoir d'argent à nouveau. Et puis on savait plus quoi faire parce que cette école en Thaïlande, c'était là où on avait tous nos projets professionnels pour le futur. Donc ça se cassait la gueule de ce côté-là. Et puis donc on s'est dit, bon, on rentre en Suisse, mais en Suisse on avait rien, on n'avait pas de projet professionnel non plus. Et puis on n'avait pas vraiment envie de retourner dans nos anciens travaux, dans nos anciens travails. C'est plus quelque chose qui nous parlait trop. Et donc, quand on est rentré, on a lancé nos activités indépendantes, mais en mode urgence, en mode il faut vite des sous pour que ça tourne. Et ça n'a pas marché et c'était extrêmement stressant toute cette période d'être sous cette intensité de pression financière. Et puis, c'est pas quelque chose que j'ai pu vivre d'une manière très harmonieuse, parce que dans ces enseignements de spiritualité, j'ai envie de pouvoir être très détaché de si les gens viennent ou pas. Et à cause de cette pression financière, j'étais là à vouloir agripper les gens, et je pense que beaucoup de gens le sentaient inconsciemment ou consciemment et étaient du coup pas forcément attirés par ça. Donc à ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui a très bien fonctionné ces premiers temps. Et donc, petit à petit, ben, ça a été de trouver comment est-ce que tout ça allait pouvoir se mettre en place dans cette activité indépendante. Moi-même, c'était aussi toute une période où j'étais encore à la recherche de ce que je voulais faire parce que j'avais cette ancienne manière d'enseigner et puis cette nouvelle manière d'enseigner qui émergeait, mais c'était pas encore extrêmement clair. Et c'est petit à petit que cette idée de méditer avec les émotions est devenue quelque chose de plus en plus dominant. Bien sûr, les enseignements de tantrique, d'exploration de la conscience restent quelque chose d'extrêmement fort pour moi et c'est qu'il y a une grande puissance qui est là-dedans, qui me parle toujours énormément et que je continue à suivre avec un autre enseignant aux États-Unis qui s'appelle Paul Muller-Ortega, qui est un des plus grands spécialistes du shivaïsme du Cachemire, qui est une des formes du yoga tantrique, des formes principales. Et donc je continue à suivre ces enseignements d'un côté, et puis d'un autre côté, je continue à étudier tout ce qui est psychologie et méditation avec les émotions, avec ces différentes parts dont je vous parlais, et de pouvoir combiner quelque part les deux aujourd'hui dans ces enseignements de vivre à sa juste place, méditer avec ses émotions, aussi avec l'harmonie du couple, avec Evelyne et aussi le côté jeu dont je parlais au début de de ce partage. C'est en gros les points principaux que je voulais aborder tout ce travail de recherche intérieure par rapport à ce qui s'est passé dans ces dernières années, dans ce voyage, dans cette recherche
spirituel. Bien sûr, je pourrais en parler encore pendant des heures et je vais sûrement continuer d'en parler, mais je voulais avoir une vidéo un peu résumée qui explique les hauts et les bas de ce qui s'est passé et de ce à quoi peut ressembler pour moi d'une manière plus honnête un parcours de cheminement intérieur, que c'est pas juste tous les beaux aspects, c'est pas juste de mettre en avant les belles compréhensions ou les belles personnes qu'on a rencontrées ou les choses qui ont été confortables, mais aussi ce qui a été moins confortable, ce qui a été plus difficile, ce qu'on a remarqué à l'intérieur de nous qui était noir, qui était sombre et qui était difficile à voir, qu'il a fallu du courage et une certaine ouverture aussi pour aller voir ce qui se passait là à l'intérieur et puis ensuite pouvoir s'engager avec ces différentes parts qui ont été blessées et qui s'expriment de cette manière pour de bonnes raisons, mais malheureusement d'une manière qui est maladroite. Et comment est-ce qu'on peut s'engager harmonieusement avec ça, faire tout un travail à la fois de guérison émotionnelle, de transformation des croyances, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, que c'est quelque chose qui prend du temps et que c'est pas parce qu'on prend conscience des choses que des fois on a cette envie que les choses se passent plus vite ou cette compréhension que les personnes qui s'engagent sur ces chemins spirituels ou qui enseignent ça ensuite sont parfaits ou sont tellement avancés qu'ils n'ont pas ce genre de choses à l'intérieur d'eux. Non, il y a toujours il y a toujours de la colère, il y a toujours des émotions inconfortables, de la tristesse, il y a toujours des deuils à faire. Simplement, il va y avoir plus de conscience et il va y avoir de plus en plus d'espace qui va pouvoir être amené autour de ces émotions. Et c'est pas forcément le cas parce que certaines personnes peuvent utiliser la méditation aussi comme une sorte de fuite de leurs émotions. Et c'est souvent pour ça que la méditation avec les émotions devient quelque chose qui est quelque part, qui nécessite déjà une certaine maturité avec la méditation. Donc c'est pas en général le premier pas qu'on fait. Avec la méditation, ça nécessite un certain courage pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Des fois, on peut utiliser la méditation juste pour aller dans une place où on se sent bien, juste pour aller dans une place lumineuse, confortable, mais d'aller voir les zones d'ombre à l'intérieur nécessite un certain courage, nécessite une certaine ouverture, une certaine vulnérabilité, une certaine présence pour pouvoir contenir harmonieusement cette expérience. Et il y a bien sûr tous des enseignements pour pouvoir adresser ça d'une manière harmonieuse que j'ai beaucoup de plaisir à mettre en avant et à transmettre. Voilà pour ce résumé. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Si vous avez des questions ou des partages, n'hésitez pas à les envoyer. Et puis sinon, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.